Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour une Aliyah Story avec aujourd'hui Dr Chava Schreiber. Bonjour. Bonjour. Très heureux et très aimé aussi de vous retrouver dans les studios de Studio Kalita pour parler de votre parcours, de votre Aliyah et puis aussi de pas mal de choses qui se sont passées depuis votre arrivée en Israël. On va voir tout ça dans un instant. Alors Chava, on va commencer par le début. Avec le début, c'est en France. Oui. C'est en France déjà, donc des études de gynécologie et obstétrique. Oui. Gynéco-accoucheur, souvent on dit. Voilà. C'était déjà... vous étiez prédestiné, je veux dire, à ça. C'était quelque chose que vous Depuis l'âge de 7 ans, je voulais être médecin. Ouais. Et ensuite, quand j'ai fait mon stage au cours des études de médecine, j'ai vu mon premier accouchement. Alors là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ça m'a terriblement émue. Et j'ai vraiment senti un appel. Et en fait, ensuite, j'ai fait l'internat des hôpitaux de Paris, ensuite le Clinica. Et j'ai continué dans ce domaine. Je me suis passionnée, littéralement. Et j'aime encore. Et vous aimez encore, puisque vous êtes encore très active. Très active, vous consultez, vous avez un cabinet à Jérusalem, vous travaillez aussi à l'hôpital Shaare Zedek. Ces années justement où vous passionnez à ces études, à votre travail, vous vous destinez aussi à être enseignante à l'université. Est-ce que vous pensez à Israël ? J'y pense beaucoup. À partir du moment où j'ai fait un processus un peu de tchouva, donc je prends des shiurim, je prends des cours, et évidemment, on a toujours un œil sur Jérusalem. Ouais. Mais bon, de là à faire le pas, quand on fait une carrière universitaire, on enseigne à l'université, on pratique, on opère, on accouche, on fait plein de choses. Bon, vous voyez, continue. En fait, avant votre aliyah, donc en 1992, vous voyez en France... continuer votre carrière professionnelle, peut-être même une carrière à l'université. Oui, mais il y avait un petit hic, c'est que je ne trouvais pas mon zivoug. Alors je sortais beaucoup de chidouchi, mais avec y compris des gens en Belgique, en Angleterre, en Suisse et tout en France, et ça venait pas. Ça n'arrivait pas. Et puis il y a un autre, on va dire, un autre déclencheur de cette alliance, c'est en 1992, la guerre du Golfe. Alors en 91, en 91, fait, exactement. En janvier 91, je me souviens, il y avait la Radio G et tout ça, qui disait appel volontaire, appel pour du matériel, etc. Israël est menacé, etc. Et moi j'étais là. Je sentais la tension qui montait, et puis j'ai dit, et pourquoi pas ? Alors je leur téléphone, et puis ils me disent, oui, on a besoin de vous. Top. Et du coup, je suis allée comme ça sur un coup de tête un petit peu. Et quand je suis arrivée là-bas, ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'abord parce que je veux toujours être en Israël, genre en vacances, le soleil, la mer, machin. Bon, et là, c'était janvier, il faisait froid. Et puis il y avait les alertes. Et puis c'était pas. Ça faisait un peu peur quand même. Et c'était un petit peu inconfortable comme ça. Et en même temps, il y avait un climat de solidarité extraordinaire. Teilim, Negat Tilim. Il n'y avait plus les religieux contre les autres et ceux qui font l'armée, ceux qui font pas. On est tous sur le même front et tout le monde s'aidait. Tout le monde allait chercher, mettre le voisin dans le Khédératoum, les vieilles dames. Il y avait un côté extraordinaire, et c'est ça comme ça, toujours le peuple juif en général et Israël en particulier. Les gens s'entraident en cas de crise. Voilà. Et c'était un cas de crise, et c'était une aliyah, c'était une atmosphère extraordinaire pour moi, et j'ai dit, ça y est. C'est là qu'il faut que je vive. Et je suis sûre en plus que mon zivoug m'attend là. Donc là, j'ai commencé à prendre la décision dans mon cœur, dans ma tête. Et à quel point je suis revenue à l'hôpital et je leur ai dit, voilà, je suis tombée amoureuse. Je ne leur ai pas dit que c'était d'Israël. Parce qu'ils comprennent ça très bien en France. Vous voyez, j'avais rencontré personne, mais encore. Mais j'ai dit, je ne veux pas en parler, mais je vais vivre en Israël. Donc, t'es sûr, on va te proposer quelque chose, mais tu ne veux pas. On va te proposer un poste, on va te proposer un truc, un bureau, un machin, des conditions meilleures. Je dis, non, je suis ravie ici, mais... quelque chose d'autre qui m'appelle. Donc c'était l'appel d'Israël. Alors quand même, ce passage pendant la guerre du Golfe, vous le faites à l'hôpital Shaare Zedek, c'est donc déjà un premier contact avec le monde hospitalier. Oui, tout à fait. Et donc ça a été une occasion parce que mon hébreu était quand même très très rudimentaire. Et je suis venue au milieu de la grande aliyah des Russes. Donc à chaque fois qu'on me voyait, et puis je fermais ma bouche parce que je trouvais pas grand chose à dire. Et à chaque fois ils pensaient que j'étais russe. Et quand de temps en temps je parlais anglais puisque j'avais la chance d'avoir vécu aux États-Unis, alors effectivement je pouvais m'exprimer et écouter et un petit peu comprendre un petit peu le système, comment ça marche. Le système est assez américain.
américains ici quand même en médecine. Et donc, ça a été une première, je dirais, intégration, alors que je n'avais le droit de rien faire sur le plan technique. Je n'avais pas de diplôme israélien, je n'avais pas fait l'équivalence. Donc, j'ai aidé à mettre les bébés dans la mamatime. J'aidais un petit peu à transporter les femmes, etc. Mais en fait, je ne faisais pas de geste médical. Néanmoins, j'ai connu l'équipe, il y avait une ambiance. Et une fois de plus, il y avait une ambiance extraordinaire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait transportée. Donc vous avez senti que votre place est ici. Donc vous préparez pendant une petite année donc cette alia. Vous apprenez l'hébreu aussi? Et là, je me suis inscrite donc à l'agence juive. Et c'était important, j'avais bien compris, en étant là-bas pendant la guerre du Golfe. J'étais là à peu près un mois, 3 semaines, un mois. Et j'ai compris que, en fait, sans l'hébreu, on est vraiment limité. Donc j'ai mis le paquet, je me suis inscrite à un ulpan. Ce qui m'a permis, quand j'ai fait l'Alia, d'arriver, j'étais déjà en Kita Gimel, c'est-à-dire j'avais déjà un niveau de base. Et du coup, j'ai pu me lancer plus vite dans la vie active. Alors quand même, c'est un moment important, cette Alia, cet ulpan aussi, puisque c'est là que vous allez rencontrer votre mari. Alors, après l'Alia, c'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée en Merkaz Klita, toute seule, avec 2 valises, en plein hiver. Il faisait froid. J'étais complètement gelée. Je suis arrivée avec mon chat. Toute seule, et il y avait une tempête de neige terrible en janvier 92. Je me souviens, j'étais gelée complètement, je dormais avec mon manteau. Je ne savais pas qu'Israël pouvait être si froid. Et donc quelques mois, et après 4-5 mois, on m'a dit, tu sais, tu dois quitter le Merkaz Klita, tu cherches quelque chose? J'ai dit, je vais chercher une choutafa ou quelqu'un pour vivre avec. Et puis on m'a proposé un chidour, et voilà, le reste... Et grâce à Dieu, c'était mon mari. Et du coup, j'ai trouvé un choutaf pour la vie. Un partenaire pour la vie. Donc, c'était plus facile. Et alors, il faut dire que c'est un Américain? Oui, c'est très intéressant. Alors, l'alliance Amérique-France, comment ça Les Américains, d'abord, ils ont un gros faible pour les femmes françaises. Parce que mon accent est délicieux en anglais, et qu'ils aiment la façon dont on s'habille, la façon dont on cuisine, la façon dont ils aiment beaucoup. C'est agréable. Et en plus, il faut reconnaître qu'en France, j'avais eu un petit peu de mal avec, je dirais, ma personnalité, qui est un petit peu extravertie. Et aussi, quelqu'un qui a mes opinions. Et les Américains sont plus ouverts à ça. Plus ouvert, il est tout simplement fier de moi, il se sent pas toujours en compétition. Parfois, j'ai eu ce problème-là en France, parfois, pas toujours. Je veux dire, les Français sont comme ça tous, absolument pas. Non. Ça s'est trouvé comme ça. Mais en tout cas, grâce à Dieu, c'était vraiment... Donc voilà, donc mariage avec un Américain, et puis aussi début d'une carrière professionnelle. D'abord à l'hôpital Shaare Zedek, puisque vous aviez eu déjà une petite expérience, puis un cabinet. Oui, alors au début, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 2 ans. Ensuite, après, j'ai continué, on m'a offert une Khatsi Misra, c'est-à-dire un emploi à demi-temps. Et du coup, j'ai cherché autre chose, et l'autre chose, c'était la Coupat Olim. Et du coup, j'ai travaillé dans les diverses branches de la Coupat Olim. Et à un moment, j'ai travaillé dans 7 endroits différents. C'était le délire. Je pourrais Neve Yaakov, Bétar, je ne sais plus où j'allais, Betchemet. J'allais partout, et je courais une demi-journée partout. Donc, je n'ai pas tout de suite commencé au cabinet. Mais après quelques années, j'ai dit, je voudrais me recentrer un peu là. Mais alors, en même temps, vous faites un peu on va pas dire votre clientèle, mais vous faites un petit nom, on va dire, dans le monde. Voilà, petit à petit, j'ai eu l'avantage de... je suis une femme. 2, pour ce sujet aussi sensible que les problèmes gynéco, c'est vrai que c'est plus confortable parfois de parler de ça. Deuxièmement, je suis religieuse, donc j'observe les lois, les halachot de Nida, tout ça, je connais bien, donc c'est pratique. Et 3, je parle 3 langues, hébreu, français et anglais. Donc c'est vrai que progressivement, je suis devenue très populaire. Et du coup, j'ai commencé à recevoir, je me souviens, dans mon appartement. Au début, j'ai vu 73 patientes dans un trimestre. Et puis après, c'est devenu quelques centaines. Et puis maintenant, j'en ai 22 000. Je ne sais plus où les mettre. Et j'ai un gros cabinet énorme. Alors, vous vous spécialisez quand même dans la fertilité des femmes. Je ne me spécialise pas seulement dans ça. J'aimerais bien plutôt dire que je me spécialise dans tout ce qui est hormonal, puisque ça m'intéresse beaucoup. Et donc, j'aide les calottes avant le mariage pour leur arranger un peu leur... tous les problèmes hormonaux, quels qu'ils soient, saignement ou pas, et évidemment, bien évidemment, la fertilité et la ménopause. C'est-à-dire que j'accompagne la femme dans tous ces stades, y compris évidemment les grossesses, et je fais aussi des accouchements. Donc, si vous voulez, une grande partie, pendant plusieurs années, j'ai effectivement dirigé un centre de fertilité. Est-ce que la médecine israélienne dans ce domaine est avancée? Est-ce qu'elle est à la pointe? La médecine israélienne dans le domaine de la fertilité est à la pointe mondiale. Il y a une très grande demande.
Il y a 2 raisons pour lesquelles ils sont très avancés. Deuxièmement, il y a une grande demande. Donc quand il y a une pression publique, c'est-à-dire que si vous voulez, sur le plan, par exemple, contraception, Israël n'est pas en retard, mais vous voulez mettre un stérilet, vous payez. Ouais. En revanche, vous faites une FIV, une fécondation in vitro, c'est gratuit. C'est gratuit. Et jusqu'à 2 enfants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les gens, ils vendent leur maison pour faire des traitements de stérilité. Ouais. En France, il y a des régularisations, c'est aussi pris en charge, mais il y a des règles très strictes. Ouais. J'ai pu faire, j'ai vu, et j'ai pu faire moi-même, ça c'est notre histoire, un nombre important de FIV sans limitation. Ouais. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Ils encouragent. En fait. Et donc, le fait que ce soit, entre guillemets, gratuit et le fait qu'il y ait une grande demande, c'est sûr que ça encourage et ça demande. Alors, justement, vous êtes mariés, vous attendez bien entendu à tomber enceinte, et puis ça n'arrive pas. Et voilà. C'est le cordonnier, n'est-ce pas, le plus mal chaussé. Bon, c'est sûrement lié au fait que je me suis mariée un petit peu tard en même temps, mais effectivement, difficulté, escalade de traitement de fertilité. Alors, comment vous le vivez ? Parce que vous avez face à vous toute la journée on va dire des milliers de couples qui arrivent chez vous, qui ont des problèmes ou non, mais en tout cas, vous les aidez à tomber enceinte, et puis vous, ça marche pas, ça arrive pas. Comment on le vit ? C'est très dur. La fertilité, la stérilité, c'est une épreuve. C'est une épreuve difficile, très très difficile. C'est même une sorte de deuil qu'on fait comme ça chaque mois, alors qu'on n'a même pas quelque chose de tangible à se mettre sous la main. Et c'est vraiment quelque chose qui vous... Aussi, quand des idiots vous disent « n'y pensez pas », on pense qu'à ça. On obsède complètement sur la chose. Et c'est quelque chose qui est très... On ne peut pas se l'enlever. Je pense que la femme, le mari, on lui a donné la mitzvah, de peureux-revou, de se reproduire. Et la femme, on lui a donné... le désir. Le désir dans les kishkes, dans les tripes, elle en a envie, elle en a besoin, et on ne peut pas lui dire n'y pense pas, parce qu'elle pense qu'à ça. Ouais. Et c'est très dur. Donc c'est très très dur en soi. Maintenant, c'est vrai que le fait que je sois gynéco, malheureusement, je connaissais un petit peu trop de choses, et peut-être que ça pouvait m'angoisser. En revanche, j'ai pu immédiatement m'adresser aux meilleures adresses, qui est bien. Et... Par contre, j'ai toujours mis de côté les patientes. J'ai toujours considéré qu'Akadosh Baruch Hu, il avait une liste comme ça de neshamot d'apporter au monde, d'amener dans le monde. Et si d'autres personnes avaient des enfants, y compris mes patientes, ça ne m'en enlevait pas à moi. Au contraire, mon nom, il montait d'un cran sur la liste. Donc, je n'ai pas souffert de jalousie ou de... douleur. Mais c'est vrai qu'au fil des années, j'étais là, enfin zut, je vais même pas savoir ce que c'est que d'accoucher. Et la Emouna, la croyance n'est pas ébranlée ? Ça a été très dur. À un moment, j'ai même eu une crise, c'est-à-dire quand après, j'ai fait beaucoup de traitements, y compris des traitements de FIV, et quand ma 10e a échoué, j'ai eu une grosse crise, et j'étais très en colère contre Hachem. Et ensuite, très déprimée, en voyant pas d'espoir, en voyant que tout était noir, et que je me demandais ce que j'allais faire, et je ne voyais pas la vie sans enfant. Je ne pouvais pas le concevoir, et en plus, continuer à donner, puisqu'on donne quand même. Continuer à donner quand vous vous sentez vide, c'est très dur. C'est très dur. Donc il y a un passage un peu à vide à ce moment-là. Non, là, il y a une... Et il y a quand même une lueur d'espoir avec l'adoption. Alors voilà. Alors après, j'ai dit, et si on adoptait ? Alors, mon mari était réticent pour ses raisons personnelles, parce que il avait lui-même eu un passé complexe. Et donc, j'ai dû le convaincre quand il a vu que j'étais si déprimée, que pour moi, le monde était complètement... s'éteignait. Et il a dit, bon, allez, on va y aller. Et vous avez commencé un processus est vraiment... n'est pas facile non plus. Et d'ailleurs, elle le disait, l'assistante sociale, elle a dit, personne ne vient chez nous de gaieté de cœur. Bien sûr. On vient avec un cœur lourd. Souvent, on est douloureux déjà. Et en plus, on vous taraude de questions et de tests, de machin. Il dit, personne n'a besoin de passer un examen pour être parent. Il y a même des gens qui sont très mauvais parents, et par contre, ça, c'est genre, vous avez passé l'examen, c'est bien pire que le bac et que l'internat. Donc, c'est très dur. Mais en revanche, on a passé tout ça, aussi on attend beaucoup d'années. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand enfin on a le bébé... Alors, vous attendez beaucoup d'années, après un processus assez long, et puis tout d'un coup... Il y a un coup de fil, on vous appelle ? Tout d'un coup, un coup de fil. Vous vous en souvenez ? Je m'en souviens parfaitement. Je travaillais dans un centre de stérilité et je donnais les réponses Et on avait une secrétaire qui avait fait aussi énormément de FIV et qui enfin était enceinte. Et subitement, je reçois le coup de fil de l'assistante sociale qui dit « On a un petit bébé pour vous. Vous vouliez un petit bébé ? Demain. » On voulait un enfant, pas trop. J'ai eu un bébé d'1 mois. C'est-à-dire je ne l'ai pas eu ben Yumo. Et en plus, il y avait aussi des difficultés. Elle n'était pas immédiatement adoptable. Elle était adoptée qu'1 an après. Donc, on l'a eu
je sais pas, en garde, en français, en quelque sorte, pendant 1 an. Et ensuite, ça a été légalisé. Hein. Donc, il y avait des problèmes, certains problèmes entre-temps. Donc, c'est pas une adoption d'un bébé d'1 jour, mais un mois. Donc, il y a ce coup de fil qui arrive. Et je me souviens, je suis arrivée, j'étais tout émue, j'ai fermé la porte. J'ai dit, attends, il faut que je m'assoie. C'est une petite fille, non, venez demain, etc. Avec une liste de choses, etc. Elle me dit, vous verrez si vous voulez. Je dis, bien sûr que je veux. Pas tortiller. Et je suis arrivée à mon centre et j'ai dit, je vais être maman avant vous. Et vraiment, c'était extraordinaire. Donc, cette petite fille arrive dans votre vie. Oui. Ça change la vie, bien entendu. Complètement. J'ai pris 3 mois de congé de maternité. Je suis arrivée à l'hôpital, je leur ai dit « Bye !» Et on n'a pas 9 mois pour s'habituer à rester là, acheter les biberons, on se débrouillait comment on fait, les vêtements, le berceau. On s'est débrouillé, il y a une grande solidarité aussi. Tout le monde s'est ému, tout le monde est venu, c'était extraordinaire. Donc c'est une petite Shoshana qui est arrivée. Une petite Shoshana, qui doit avoir à peu près 21 ans aujourd'hui. Elle a 21 ans, tout à fait. Et donc Shoshana met de la gaieté dans votre vie. Oh, c'est extraordinaire. La lumière. Ouais. Et puis, mais vous continuez quand même... quelque part, avoir l'envie de devenir mère de vous-même. Alors, 2 choses. Premièrement, j'ai demandé à avoir un 2e bébé, un 2e enfant. Ils m'ont dit non, il y a trop de demandes et donc vous ne pouvez pas. Ils ne m'ont pas dit non tout de suite. J'ai dit, mais je veux bien avoir un enfant de 1 ou 2 ans, simplement un peu plus. Quand elle avait déjà 2 ans, par exemple, on aurait bien voulu avoir 2 enfants. On trouvait que c'était quand même mieux qu'un enfant tout seul. C'était pas... Et ils ont refusé. Après 2 ans, 3 ans, donc j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, je veux bien. Il y avait eu des ouvertures sur le plan des traitements, il y avait des développements de certaines choses, des techniques un peu nouvelles. Alors j'ai dit, maintenant, je vais être moins désespérée. Quand je faisais une FIV, c'était, je vais mourir si ça ne marche pas, quelque chose comme ça. Et là, donc, j'ai dit, maintenant que j'ai notre bébé, notre enfant, qui était déjà une petite fille, je peux le faire avec plus de sérénité. Et on va essayer quand même, parce que vous savez, vous accouchez. Tu sais les contractions ? Ben non, je ne sais pas. Alors, quelque part, ça me manquait. Je dis quand même, j'accouche. Je voudrais savoir ce que c'est qu'une grossesse, qu'un accouchement, etc. Pas seulement pour l'expérience, et puis aussi, par exemple, je trouve que c'est génial, une femme qui allaite. Je trouve que c'est tellement... Jusqu'à ce jour, je suis émue quand je vois quelqu'un qui allaite. Souvent, les femmes, elles se cachent et tout. Non, ne te cache pas, j'adore. Vous aviez vraiment envie Alors, j'ai voulu d'avoir cette expérience. Voilà. Donc, j'ai repris les traitements. Donc, 7 ans après, ou quelques années après, vous reprenez des 7 ans. Non, pas immédiatement. J'ai repris, disons, 4-5 ans après. Pour des traitements. Voilà. Et 7 ans après... Le miracle est arrivé. Et c'était la dernière fois, on avait dit ça suffit, on avait des embryons congelés qu'on ne pouvait pas réimplanter parce que j'avais la muqueuse qui n'était pas bonne. Enfin bon, et on avait dit c'est la dernière fois, ça suffit, je suis trop vieille déjà. C'est 46 ans, il faut arrêter les frais, quoi. Ça suffit, si ça ne marche pas, c'est fini. Et puis toc, la dernière fois. Ouais. Un petit garçon cette fois-ci, Shmuel David, qui a donc aujourd'hui 14 ans. 14 ans. Ouais. Et là aussi, c'est alors c'est quoi ? C'est le bonheur ? C'est le bonheur, c'est l'émotion. C'est pareil, c'est très difficile. Hein. Je rêvais d'allaiter, qu'est-ce que c'est dur. Et puis bon, j'ai eu un accouchement très difficile. La grossesse aussi. La grossesse, ça a été merveilleux. D'accord. J'étais épanouie, j'étais heureuse. Même les petites choses, les vomissements, j'étais heureuse. Je me régalais rien de l'idée. Quand vous avez été stérile des années, 15 ans de stérilité, vous imaginez, vous vous régalez de chaque petite souris, de chaque petit truc, problème. Et non, honnêtement, je me sentais féminine, je me sentais belle, je me sentais épanouie. La grossesse, c'était super. L'accouchement, ça a été... L'accouchement, c'était un peu plus dur. Tout ce que vous avez lu dans les livres, c'est pratiquement réalisé. Oui, j'ai tout essayé en un seul accouchement pour goûter à tout, quoi. Le déclenchement, l'accouchement qui n'a pas marché, l'épidurale qui n'a pas marché, et après la césarienne, sous anesthésie générale, enfin bon. Voilà. Donc deux enfants, donc une petite Shoshana et un petit Shmuel David, qui, bon, bien entendu, viennent changer votre vie. Et puis, tout d'un coup, naît une nouvelle passion. J'ai continué à travailler, bien sûr. Après, j'ai repris le travail, pour dirons-nous. Et puis, il y a une certaine routine qui s'installe. Et puis, à l'hôpital, je suis toujours quelqu'un d'assez ambitieuse, donc j'avais... créer un département ménopause, je voulais le développer, parce que j'étais juste à ce stade-là de ma vie. Alors j'avais fait de la recherche à fond, et donc j'avais créé une petite unité à l'hôpital où je travaille, à Bikur Olim,
Et puis aussi un autre département que j'avais créé en espérant un jour que je serais comme ça directrice d'unité. Ouais. Et j'enseignerais les étudiants, etc. Bon, j'aime bien. Et puis bon, Shaare Zedek a récupéré Bikur Cholim et ils l'ont un peu sauvé de là. Ils faisaient faillite. Hein. Ils nous ont sauvés, c'est vrai. Mais ils ont dit, on n'a pas besoin de tout ça. Ils ont fermé tout ça. Alors je les ai retrouvés, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? J'attends la retraite. Bon, alors, j'avais petit à petit, avec le stress, les traitements de fertilité, je sais pas, tout, petit à petit, j'avais beaucoup grossi. Ouais. Je travaillais tout le temps, j'étais un peu ce qu'ils appellent couch potato, je bougeais pas, et puis je travaillais du matin au soir, je dormais pas assez, j'étais stressée, donc j'étais pas en très bonne santé. Ouais. Et donc, tout d'un coup, on vous propose de faire une sortie dans la nature et de découvrir le sport. Ouais. Et c'est très marrant, c'est venu par une compagnie pharmaceutique, dans les médicaments pour les pilules. Et ils ont proposé aux médecins gynécos de faire une journée KEF pour les femmes gynéco, machin. Ouais. Et ils ont fait un truc dans la nature, super. Et c'était un couple, d'entraîneurs qui faisaient du sport dans la nature, un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo, un petit peu du yoga sur un truc dans les arbres, du T-Rex élastique sur les branches des arbres, enfin très sympa. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que moi, j'avais toujours essayé de faire de la gym ou des trucs comme ça, mais alors faire dans le treadmill avec les gens la musique, machin, je sais pas. Moi, ça m'embêtait. Alors, au bout d'un moment, je le faisais pas. C'était pas votre truc. Chacun son truc. Bien et je me découvre. Et quand je donne les conseils maintenant, je dis aux gens, faites ce que vous aimez. Vous aimez spinning, faites spinning. Vous aimez la danse du ventre, allez faire la danse du ventre. Faites ce qui vous plaît. Moi, j'ai trouvé ma passion. C'est le sport dans la nature. D'accord. Le vélo dans la nature, la course à pied dans la nature. Et même depuis la natation aussi. Alors donc, vous avez parlé de 3 disciplines, vélo, natation et course à pied. Donc on arrive au triathlon. Oui, Alors j'ai commencé tout doucement avec ce groupe. Donc on a tous perdu 15 kilos, on a changé notre mode de vie, on a fait des régimes plus ou moins, vous savez, de nettoyage, de détoxification, machin. Et avec tendance, je voyais végétarien, machin, etc. Les plantes, tout ça. Et puis, alors, une nourriture plus saine, on va dire. Plus saine, beaucoup plus saine. Je touche plus à la margarine, je touche pas à beaucoup de choses, tout au soda, au Coca-Cola, tout ça, je touche pas. Donc, je mange beaucoup plus sainement. Les œufs sont en bio, enfin, vous voyez, choses comme ça. Et puis, bon, je faisais de la course à pied. Mais seulement la course à pied, beaucoup de course à pied. Ben, ça fait, surtout pas des gens un peu âgés comme moi, ça fait des tendinites, des blessures, une boursite du trochanter, après une tendinite du hamstring, blablabla. Alors, on m'a dit, va nager. Alors j'ai dit, je vais aller nager, mais moi je sais nager que la brasse. Alors j'ai appris à nager le crawl et tout. Puis après, mon entraîneur m'a dit, tu sais nager, tu sais faire ces 3 choses-là, fais un triathlon. Je dis, c'est quoi ça? Elle m'a dit, inscris-toi à Natania, c'est sympa. Natania, c'est beau. Premier triathlon, alors à quel âge? À 59, par là. Ouais. À peu près, 59 ans. Ouais. Et mon premier marathon, je l'ai fait à 60 ans. Le jour de mes 60 ans à Tel Aviv. Mais donc, je crois, le triathlon, je l'ai fait juste avant, après. Je ne sais plus. D'accord. Mais, aux alentours de 60 ans. À Natania, et j'ai vu que c'était beau. Il y a une magnifique plage qui s'appelle Argaman. On nage là-bas. Après, on fait le vélo. Et après, on fait la course à pied le long de la Taillalette. C'est magnifique. C'est quoi? C'est l'alliance de la nature et du sport qui... c'est ça. Moi, ça me fait quelque chose à la Neshama. Ça me fait du bien. Et à chaque fois, j'essaye de faire... D'abord, donc, je suis tombée amoureuse de triathlon. En plus, j'ai reçu des médailles tout le temps dès que j'ai dépassé 60 ans, parce qu'il y a pas beaucoup de femmes qui ont, entre guillemets, mon niveau, à mon âge. Vous avez gagné des compétitions, donc? Oui, pas mal. J'ai quelques médailles. J'ai une bonne collection de médailles et de coupes. Et j'essaye de faire des choses nouvelles à chaque fois. Donc, la dernière que j'ai fait, c'était Arad Matsada Lezricha, c'est-à-dire qu'on court la nuit avec une petite lampe, un demi-marathon aussi, 21 km. Et on arrive à 5h30 à l'aube, au pied de Masada. C'est magnifique. J'ai fait ça avec ma fille. Super, je veux dire, c'est des trucs super. Ça fait des mémoires extraordinaires. On visite des endroits magnifiques en Eretz Israël. Je vais nager à Eilat, je vais à Kinneret, tout. C'est superbe. Quels sont les prochains défis, Chava? Prochain défi, j'ai Alifout Israël en triathlon le 19 octobre. C'est quelque chose de sérieux. À Eilat. Et puis après, j'ai encore peut-être... Il y a un truc qui s'appelle Israman, qui est un truc encore plus... C'est une sorte de Ironman, quand même, mais Israman, c'est plus dur. Mais je ne vais pas faire les 3, on va faire ça avec... en groupe, un relais. C'est un relais, voilà, pardon.
Et donc, je vais faire probablement, la natation et la course et une copine de mon âge. Ouais. On va battre les records d'âge aussi. On va faire l'autre partie, le vélo. Ça promet donc encore beaucoup d'expérience, beaucoup d'émotions sans doute. Pour terminer, on va revenir encore un peu justement à ces femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Mm-hmm. Quel est le message qu'on peut leur donner pour qu'elles ne se découragent pas ? Tout d'abord, il faut... Pratiquement tous les problèmes ont une solution. C'est-à-dire, il est très rare qu'on n'y arrive pas du tout. Donc, il faut savoir, des fois, le chemin est long. Grâce aujourd'hui à la médecine. La médecine a beaucoup avancé. Donc, pratiquement, des fois, il faut errer un petit peu. Des fois, de temps en temps, il y a aussi des fausses couches qui se répètent. Il y a des choses pas faciles. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui restent stériles. Mais maintenant, on a beaucoup avancé. Ouais. Hein. Beaucoup. Il y a un seul cas où on ne peut pas faire grand-chose, c'est si le mari n'a pas du tout de sperme. Ouais. Ça, malheureusement, on peut rien faire. Voilà. Mais à peu près tout autre cas, pratiquement, on trouve. Donc, patience. Ouais. 2, ne pas hésiter à aller demander un deuxième avis. Et ne pas hésiter à demander au médecin qui vous traite en ce moment de donner un résumé. Moi, je suis très heureuse de donner un résumé complet. Des fois, je lève les bras, je dis, je ne sais plus quoi faire. Ouais. Et je résume tout ce que j'ai fait, toutes mes conclusions. Et ça aide tellement l'autre personne. Et puis, il ne repart pas à zéro. Au lieu de... Souvent, ennemis de Baïchim, ils ont un peu honte, je ne vais pas demander. Ça fait 3 ans que tu me traites, tu es si gentil. Ça n'a pas marché, je vais aller chez quelqu'un d'autre, je ne vais pas lui dire. Mais si, il faut le dire. Et au contraire, dites ce que vous voulez bien préparer un dossier. Pas aujourd'hui pour aujourd'hui. Hein. Donnez-moi une semaine. Mais il ne faut pas hésiter à demander un deuxième avis et aussi une petite ouverture vers la médecine, j'aime pas le mot alternative, mais complémentaire. D'accord. Puisque souvent, il y a des femmes qui ont des blocages. Moi-même, je suis allée faire de la kinésiologie et la personne qui m'a traitée m'a dit « Tu fais du sabotage. Ah ouais. Tu as peur. » Je dis oui, j'ai peur, évidemment. J'en sais trop. Mais ça a été un petit peu le macabé-patich, ça a été un petit peu le... Évidemment que j'ai besoin de faire la FIV, il n'y a pas à tortiller. On ne va pas dire, faites ça à la place. C'est pour ça que je n'ai pas alternatif. Non. Mais de temps en temps, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit quelque chose, des fois, qui vous débloque, si vous avez des petits blocages, et qui peut vous aider. Donc, il faut de temps en temps avoir une petite ouverture de ce côté-là. Ce n'est pas le principal, mais c'est un bon accessoire. Merci beaucoup, docteur Schreiber, d'abord pour tous ces couples qui, grâce à vous, ont pu devenir parents. Et puis, bravo pour ce beau parcours et encore de belles compétitions perspectives dans le domaine du triathlon. Merci beaucoup. Merci, amen. Shana Tova pour tout le monde. Merci à vous, à bientôt, bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.